Monsieur le Président, chers collègues, le SRADDET est un document opposable qui énonce les règles qui s'imposeront aux collectivités en matière d'aménagement du territoire et de développement durable. La démarche SRADDET vient s'articuler à la démarche BRESCOP, engagée par la majorité de gauche au Conseil régional pour permettre de construire avec les Bretonnes et les Bretons, avec les parties prenantes, le projet de développement durable de la Bretagne. Ces deux programmes construits en concertation, ont produit un cadre et des règles, une multitude d'engagements, 6 ambitions aujourd'hui déclinées en plan d'action pour ce qui est du bien manger et de la transition énergétique. Ces deux exercices de démocratie locale interrogent nos façons de penser et de travailler, car elles privilégient l'approche globale à l'approche de compétences, l'approche territoriale à la décision centralisée, encouragent la contractualisation avec des territoires et bousculent un certain nombre de nos représentations. Le SRADDET et la BRESCOP ne mettront pas tout le monde d'accord. Certains trouveront la démarche contraire à leurs intérêts et auront peur de perdre des moyens et du pouvoir. D'autres la considéreront novatrice, conscients du chemin à parcourir pour faire changer tout un système. D'autres la trouveront timide parce qu'ils essaient déjà de mettre en œuvre la transformation sociétale de notre région et se heurtent à des ambitions et cadres encore inadaptés. D'ailleurs, faut-il le rappeler, nous ne sommes pas en crise, nous sommes en transition, chacun à son rythme. Les Français l'ont compris. Le changement ne viendra pas d'un homme ou d'une femme politique providentielle qui s'attaquera à la finance ou sauvera la planète. Il ne viendra pas non plus du consensus mou qui reviendrait à accepter la pression des lobbies et réduire notre niveau d'ambition. Il ne viendra pas de ceux qui attendent que les autres changent pour changer aussi. La réussite de notre projet régional viendra de notre capacité à faire converger des personnes qui ont des intérêts contraires vers des objectifs communs. Mais surtout, il réussira si les Bretonnes et les Bretons peuvent nous suivre dans ces transitions. Nous avons pu lire dernièrement dans la presse régionale que le niveau des salaires bretons était le plus bas de France. Chers collègues parlementaires, je m'adresse à Monsieur Le Fur, il faut en finir avec l'exonération des charges existantes sur les bas salaires qui encouragent les entreprises à n'embaucher que des bas salaires, quel que soit le niveau de diplôme. Il faut revenir sur les changements opérés dans l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Le rallongement de la durée de cotisation de 4 à 6 mois aura un impact délétère pour les habitants des villes littorales qui n'accèdent à l'emploi que durant la saison. Autre effet délétère, les CDI intérimaires qui accroissent la précarité des salariés sans permettre l'accession à la propriété des jeunes actifs. Monsieur Le Fur, si vous êtes empreint par cette réduction des inégalités, agissez. La montée des inégalités inquiète, révolte. Comment se projeter en 2040 quand nombre de nos concitoyens éprouvent l'insécurité permanente? Nous devons être vigilants et bienveillants, justement parce que dans le même temps, le gouvernement casse les droits sociaux, oppose les misères, priorise l'enrichissement des plus riches en faisant payer la note aux plus précaires. Notre travail de prospective ne doit pas nous empêcher d'apporter des réponses immédiates pour que le quotidien de nos concitoyens soit plus facile. La transition est-elle une crise qui dure ou l'opportunité d'inventer un monde meilleur? Ce qui est sûr, c'est que si nous ne prenons pas fortement le virage de l'innovation sociale, des solidarités et de la cohésion, c'est le sentiment de déclassement qui s'imposera à nous. Nous devons penser l'activité économique globalement, avec les coûts induits de l'exclusion sociale et des impacts potentiels d'une activité sur le climat. Une entreprise riche et vertueuse en Bretagne ne sera pas demain celle qui réalise le plus de bénéfices et reverse le plus de dividendes, mais celle qui adapte ses pratiques aux enjeux sociaux et écologiques, qui apporte des salaires corrects, tend la main au public en insertion, s'engage dans l'intelligence collective, investit sur son territoire, respecte l'environnement. S'impose aujourd'hui à nous, et c'est assez nouveau, la réponse à des besoins primaires. Accès au bien manger, à un logement décent et chauffé, à un travail, aux soins, ainsi qu'à des besoins sociaux émergents. Là où l'activité économique disparaît, centralités et littorales, il y a urgence à agir, soit pour limiter la casse, soit pour accompagner un développement rural et résilient qui ne demande qu'à se développer. Nous pensons qu'il faut renforcer le lien et flécher des moyens vers les communes qui disposent du plus fort lien à l'usager. Elles sont l'échelle intéressante pour accompagner la transition écologique et sociale. Nous pensons que notre politique de transport et le soutien aux familles via les lycées peuvent également évoluer pour répondre à ces enjeux essentiels. Nous pensons au territoire PNR, lieu d'expérimentation évident de la transformation sociétale. Parmi les priorités présentées ici, notre groupe priorise ces 3 piliers.
Les solidarités qui doivent redevenir, dans notre action avec les départements, au cœur du projet de la Bretagne. La nécessaire lutte contre le changement climatique et la reconquête de la biodiversité, étape nécessaire au bien manger pour tous et à la vie en bonne santé en Bretagne. Nous travaillons aujourd'hui avec les maires de Laz, Tours et Lyon sur un projet social de territoire qui relie l'éco-construction, la formation à l'autonomie énergétique, l'emploi, l'accès au logement, l'égalité. Il y a quelques années, rappelez-vous, la commune de Berrien avait mis en vente des terrains à 1 euro. Les habitants ne sont pas venus. Pas d'avenir en campagne sans emploi, ont compris ces maires. Les économies d'énergie peuvent-elles dégager des ressources et être un vivier d'emploi intéressant pour ces territoires? Oui. Est-il possible de créer de l'emploi local dans l'éco-construction ou l'assistance aux personnes âgées via la construction des cohabitats intergénérationnels? Oui. La campagne peut-elle, dans un futur proche, en étant connectée par la fibre optique et par le poumon vert qu'elle constitue, redevenir attractive? Oui, assurément. Qu'est-ce qui nous manque pour avancer quand la volonté politique est bien là? Il faut un cadre pour pouvoir accompagner les projets globaux et multi-acteurs et donc soutenir encore davantage l'accompagnement de l'économie sociale et solidaire et de l'innovation sociale en milieu rural. C'est l'ambition que doivent se donner le SRADET et la Brescop. Il faut de la proximité pour accompagner les dynamiques collectives. Et ça, la territorialisation de nos équipes peut être déterminante. Les maires ruraux l'ont bien compris, les règles du SRADET s'articulent avec la Brescop. Ces maires privilégient l'aménagement dans des dents creuses ou s'engagent dans les réhabilitations de friches, dans la renaturation des espaces. L'objectif zéro artificialisation, la règle éviter, réduire, compenser semble partagée. Nombreux sont les élus qui considèrent que le foncier doit être consacré à l'agriculture durable, le bien manger étant un levier important de développement territorial et d'attractivité. Nous l'avons compris en soutenant les dynamiques locales, comme celle engagée dans le Cap Sizun aux ateliers de Jean Moulin. L'Université des sciences et des techniques de la gastronomie populaire fait monter avec lui tout un écosystème autour du bien manger et de la transition écologique. Les élus locaux, les citoyens, les associations, les entreprises se mobilisent pour inventer un autre avenir, à l'image de cette SIC qui se mobilise et travaille sur la reprise de l'activité de l'abattoir public de Pontcroix. Il nous est demandé d'intégrer les enjeux climatiques de pollution de l'air, des sols et de l'eau, non seulement dans les PCAET, mais aussi transversalement dans les PLUI, SCOT et dans les chartes PNR. L'application de ces règles aux projets industriels pourrait être plus marquée. Collectivement, il nous faut comprendre qu'il faut en finir avec la pollution des nappes phréatiques et des rivières. Le groupe communiste et progressiste souhaite l'intervention de la région et de l'agence de l'eau pour les stations et les réseaux d'eau usée quand ces installations sont gérées en propre par les collectivités territoriales. L'eau devient notre bien commun le plus précieux. Organisons la diffusion de la connaissance auprès des professionnels et des citoyens sur la présence des sources, capteurs, réservoirs de biodiversité, encourageant la conduite de pactes locaux entre acteurs économiques, collectivités et citoyens pour assurer le suivi de la qualité de l'eau. Nous avons besoin d'outils de dialogue et d'engagement. Pour préserver les sols, il nous faudra mettre l'État autour de la table pour nous assurer que les infrastructures, les usines et les exploitations respectent les règles et se prémunissent des risques inhérents aux fuites de produits chimiques et aux déversements accidentels de lisier dans les rivières. Dans la rade de Brest, 2 pollutions de la Mignonne ont sérieusement et durablement abîmé le milieu et mis les conchyliculteurs en impossibilité d'exploitation. Ces accidents sont évitables si chacun prend conscience et fait ce qu'il faut pour préserver les milieux naturels. Monsieur Le Fur, si la règle n'est pas observée, si l'accompagnement ne suffit pas, alors oui, la sanction est un recours nécessaire. Nous avons de l'ambition, une ambition qui sera réalisable si nous contractualisions avec des entreprises bretonnes pour des normes sociales et environnementales relevées. Nous dépensons aujourd'hui en ressources bien plus que la terre ne peut supporter. Monsieur le Président, avec courage, vous prenez le virage de la transition et fixez un premier palier. Nous sommes derrière vous pour expliquer nos choix et pour convaincre l'État de laisser à la Bretagne le choix de son avenir. Pour la Brescop et pour le SRADET, l'ensemble des acteurs, les citoyens, ont été invités à contribuer. Le projet qui en ressort aurait pu être plus prescriptif. La consultation publique devra le faire gagner en cohérence avant son adoption définitive en 2020. Nous espérons que la Brescop deviendra un outil de dialogue permanent de la région avec ses partenaires et ses habitants, car la diversité des apports des citoyens, des entreprises, des associations est plus que jamais fondamentale. Un merci tout particulier aux membres du Césaire pour l'analyse effectuée en amont du vote. Merci au Conseil de développement, lieu essentiel à la démocratie.
Et enfin, une pensée toute particulière à la famille de Jean-Charles Lollier, qui a tant œuvré pour le développement du Centre-Ouest Bretagne et pour la transmission vers la jeunesse bretonne. Merci beaucoup.